I'm going to briefly explain how this is going to work. We're going to do a bilingual presentation, and it's going to be very dialogic. Lyon is the home of interaction. We have Catherine Kerbrac, we have Jacques Cosnier, we have the sources of all of this great knowledge about interaction, and we're going to apply this to screen interaction today, but we're also going to have a linguistic interaction between English and French. And it's going to be sort of back and forth between Christine and me. Anyway, we're going to start off talking about a project that we are working on. It's a compilation that we're putting together for Routledge that will come out in 2017, and we'll talk about that in just a moment. But we wanted to first talk about some aspects of visual communication, virtual and real environments, and to make the point that this is something that the interpenetration of what we traditionally call the virtual and what we traditionally call the real is becoming more and more porous and mutually reinforcing. So here you have a couple walking along the beach that can't wait to see, to learn more about one another from their online presence. And this is the kind of, and the other thing happens as well. When we're online and we are interacting with someone else, we also want to know what they're like in person. So the idea is that we learn in each medium of interaction, we come to share in new ways with one another, and we create new spaces that have their own particular ways of affecting interaction and the ways that we bring it out in the structure and the forms that we use. Some of the ways that we got interested in this, we have been, Christine and I, for over almost 10 years now, we've been doing video exchanges between students in Berkeley and in Lyon. And there was an incident that happened early on where this was at the outbreak of the Iraqi war, and one of the topic of the Iraq war came up in the United States' responsibility in the war, the role that we played and so forth. And there was a Berkeley student, and Berkeley students are, pretty well known for being kind of leftist and, revolutionary and so on and so forth. And so the French were very puzzled by this student's reticence when the topic of the Iraqi war came out. And so they started generating ideas about, this must be an ultra-conservative student and so on and so forth. Why does she not want to talk about the war? Well, it wasn't until the end of the session when she stood up in front of the camera, and there she was in uniform. But that uniform had been covered by the view of the webcam, so it wasn't available information for the interlocutor. So this is one of the things that we're interested in the representations that people make of others based on the very limited information that they have available to them. Now, the downside of this also is, just to give an example, Ilona Vandergriff has a new book out on second language discourse mediated by computers. And so one of the anecdotes that she includes there is a 14-year-old girl. She's now a college student, but she writes about when she was 14 years old, she was having an online relationship with a boy her age. They were getting along super well. He asked her to send a picture of herself. She sent a picture of herself, and then she never heard from him again. She felt terribly ashamed at this point. So here was a case where the image was not, adding more in a positive sense. It, in fact, eliminated and ended their relationship that had been, very satisfying to her and to him as well. Now, of course, in face-to-face interaction, there's always the element of adjustment by visual image. So here we have Tina Fey, and she is making what is now known, researchers call the not face. And the not face, there was a recent article in Cognition, just came out about 3 weeks ago, where they were talking about how the not face is not expressing emotion, but it's a grammatical particle, and it is used in many, many languages, perhaps universal, in fact, to nuance verbal communication. So Tina Fey is verbally saying thank you, but she's making the not face at the same time. So she is undoing
the thank you that she is uttering. So there's always this complication that comes up in visual communication. And this is something that has been studied from many, many different perspectives. We don't have time to go into all the details here, but this is just to give you a sense of some of the perspectives that have been taken in research on different aspects of the screen. Just to point out one cloud here, which is the multimodality. Gunther Kress and Theo van Leuven have written many, many books and articles on this topic about multimodality. And Sigrid Norris, Jones, many others have followed, Carrie Jewett have followed in their path. But one of the things that they don't talk about much at all is the specific affordances of video conferencing technology. And so this is something that spurred Christine and I to launch on this project that has to do with video conferencing technology and specifically looking at educational contexts. So just to give 2 words about that. So this is the book that we're working on, Online Multimodal Communication and Intercultural Encounters, Theoretical and Educational Perspectives. And this is a series of case studies involving exchanges in Australia, the US, Taiwan, Europe, that involve screen interaction and the different kinds of co-presence that people establish in these interactions, and specifically looking at how the constraints of the medium affect how language is used and how interaction, the structure of interaction is affected. So I will, at this point, turn the screen over to Christine, who will talk a little bit more about our approach in this collection of case studies. Oui, alors c'est en français malgré tout, mais je prends le. Donc c'est pour expliquer que donc à la suite de toutes ces théories qui se sont intéressées à l'écran, hein, donc ces auteurs, nous on spécifie une méthodologie qui est bien ancrée en sciences du langage et qui a les spécificités suivantes. Donc on essaie de respecter au maximum l'écologie dans laquelle on effectue les recueils des données. Donc, on prend en compte la vie des sujets, le point de vue des sujets à partir d'entretiens en général. On prend aussi, donc en fait, c'est un peu, on renvoie à l'inspiration méthodologique compréhensive de Jacques Cosnier. Donc, l'objectif, c'est de mettre au jour les spécificités des interactions numériques, hein, en faisant, enfin, l'hypothèse qu'elles sont différentes par dimension de l'interaction en présentiel, pour ensuite pouvoir justement transférer ces savoirs sur donc le terrain qu'on étudie donc dans les recherches qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire le terrain de la formation. Alors, c'est un type de recherche qualitative, hein, qui a la spécificité de s'appuyer sur des recherches connexes, hein, aussi bien en philosophie pour la phénoménologie, là dans le doctorat par exemple de Samira récemment, et puis aussi en psychologie, les affordances. Enfin, en tout cas, l'idée c'est de rapatrier des concepts qui ont été peut-être développés dans d'autres disciplines pour les réintroduire et les entrer dans une trousse à outils, disons, de linguistes numériques. Voilà, avec une position de chercheur qui est souvent participant, en tout cas observateur. Alors, je continue le plan de la présentation que nous allons suivre là. Donc, on va développer une analyse sur des effets de présence. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que j'appelle effet de présence. On a choisi 4 angles, parce que vous ne pouvez pas tous les prendre, parce que c'est un sujet énorme, la présence par écran. On s'en est aperçu, donc pour que ça reste compréhensible et intéressant, donc on va développer donc ces 4 angles que vous voyez ici, la temporalité, la médiation technique, la relation interpersonnelle et la situation pédagogique. Mais on a cherché, comme on est la première conférence du colloque, à essayer de faire un espèce de remue-ménage de façon à ce que ça puisse animer les débats qui vont suivre, aussi bien les débats de cette matinée que ceux des jours qui viennent. Donc, de temps en temps,
nos analyses seront ponctuées de diapos de questions qui viennent qui sont évoquées par ce qu'on vient de montrer, histoire de stimuler votre propre réflexion et d'initier donc la discussion finale. Alors, voilà. On va commencer par les effets de présence liés à la temporalité. On a pris comme fond d'écran des mains dessins qui ont été faits par des étudiants de Berkeley pour, à la fin de la session, chaque année, RIC demandait à ses étudiants de dessiner l'interaction à laquelle ils avaient assisté lors des échanges qu'on faisait avec Nicolas à Lyon. Et donc, cette année-là, cette jeune fille avait dessiné sa présence, qui est ici, puisque toujours en visioconférence, on se voit dans la petite fenêtre. Et puis, elle avait dessiné la tutrice de Lyon qui disait « Je suis française », etc. Mais ce qui nous avait frappé, c'était le gros point rouge qui figure l'enregistrement et qui était vraiment très marqué sur ce dessin. Et donc, en fait, ça nous a intéressé pour, justement, comme indice de deux sortes de présence. La présence immédiate, comme celle dans laquelle je suis à votre égard maintenant, mais la présence potentielle aussi qui est due à l'enregistrement qui est fait en même temps que je vous parle. C'est-à-dire qu'en fait, potentiel, parce que peut-être personne n'ira voir la vidéo après, mais si quelqu'un va voir cette vidéo, puisqu'elle est enregistrée, on va donc tomber sur de la présence différée. Et en fait, cette présence différée, elle est intéressante parce que elle a des effets retours sur la présence immédiate. C'est parce que je sais que ça sera enregistré que finalement je vais pas peut-être faire les petites blagues que je ferais d'habitude, puisque je veux garder quand même en mémoire ou en boîte des choses qui, voilà, l'énonciation est un peu contrainte parce que l'éphémère a une certaine légèreté, alors que la permanence l'a moins, donc il faut que je prenne, voilà, l'éphémère avec l'éphémémère en même temps, et donc j'adapte la situation par rapport à ce que j'imagine de la suite qui sera fait du visionnement. Bon, alors on continue. Donc on disait différé. Oui, il y a différentes personnes qui peuvent visionner, moi-même, des étudiants, et en fait, alors récemment, dans le travail de thèse de Samira, on a vu un type de présence qu'on qualifie ici momentanément d'effet de présence augmentée. Et que, voilà, sur lequel on va s'arrêter, parce que c'est aussi lié à l'enregistrement et au montage, d'enregistrement. Mais, alors, je vous fais voir si on y arrive, parce qu'on n'a pas réussi à le faire très, très facilement. Je vais vous expliquer un peu ce que l'on voit, une fois qu'on aura mis l'écran en grand. Donc, on se trouve dans une interaction Berkeley-Lyon, avec un tuteur, un étudiant lyonnais à droite, qui est pris par une caméra extérieure. Attends, remets-le au début, s'il te plaît. Et puis, il est... Oui, arrête-le, on reprendra après. Oui. Alors, donc, il est là, pris de l'extérieur. En haut, vous avez donc l'écran des étudiantes de Berkeley. Donc, ils ont mis son visage en gros. Et là, c'est l'écran du tuteur de Lyon avec les deux étudiantes de Berkeley. Alors, donc, je vais vous montrer ces 30 secondes qui montrent l'intrication de la technologie avec l'oral, l'interaction parlée. C'est une séance de reconfiguration de l'espace interactionnel, réglage de son. Donc, vous allez voir que sur ce montage, Samira a aussi annoté, c'est-à-dire qu'elle a entouré ce qu'il fallait regarder. Donc, il y a deux choses, voilà. Donc, vous regardez les différentes personnes que l'on voit, plus les annotations qui vont apparaître pour indiquer ce qu'il y a à montrer. J'espère que le son va marcher. Ça va ? Oui, ça va. Je montais juste le son. Ah, d'accord. Ouais, ça marche. J'avais peur que c'était l'ordinateur. Je ne pourrais pas le faire marcher. Ouais, c'est vrai qu'on a eu j'étais en retard parce qu'on a eu un petit problème technique. Mais bon, c'est réglé. Pas de souci. Voilà. Alors, en fait, ce que j'appelle présence augmentée,
c'est le fait que ce que montre Samira, là, donc ce sont des personnes qui interagissent ensemble et qu'on voit a posteriori. Donc on n'a jamais l'image de ça dans la réalité. Le fait qu'on ait un corps à partir duquel on voit l'interaction nous amène à avoir un point de vue situé qui nous donne la conversation voilà, de notre point de vue. Là, autant de participants on peut avoir, avec les nouvelles caméras à 360 degrés par exemple, on peut avoir justement le point de vue de tous les participants. Et donc, en fait, on a l'image de la conversation ou du polylogue, mais du point de vue de tous les participants, y compris de soi-même. Et ça, pour moi, c'est un effet de présence enrichi, parce que, en fait, c'est plus que la réalité à laquelle on a accès sans, disons, technique et moyens, disons, donc d'annotation et de. Alors voilà, donc les premières questions sur lesquelles l'on débouche. Ce sont celles-ci. Voilà. Alors, la présence augmentée, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Enfin, ce sont les effets de présence augmentée. Hein. Bon, je vais revenir sur ce que j'appelle les effets de présence. Que nous apprend-elle donc sur les interactions? Qu'est-ce qu'on voit dans ces interactions qu'on ne voit pas autrement? Voilà, c'est ça la question. Donc, quelles utilisations peut-on en faire en formation? De cette prise en compte de tous les participants et de leur mode d'interaction posturaux, mimo-gestuels, etc. Quelle liaison peut-on faire entre technique d'enregistrement et technique d'annotation? Donc, dans quelle mesure les associer? En fonction de quelle recherche et de quelle formation? Voilà, c'est des questions intermédiaires que l'on peut se poser. Alors là, on en vient à une citation de Claire Gramsch, que je vous laisserai lire, qui amène la phénoménologie dans le champ de la didactique des langues, de l'acquisition des langues. Alors, ce qu'elle souligne, ce sont les indeterminacies of language. Donc, je vous laisse peut-être lire 20 secondes. 20 secondes, ça va ? Oui, alors donc les incertitudes que pointe Claire par rapport au langage, en fait, et à la culture, il nous a semblé qu'en fait, dans ces incertitudes, il manquait les incertitudes liées à la technologie. Donc c'est ce qu'on va s'efforcer de rajouter maintenant dans ce qui suit, et en particulier par le biais, la voix de Stéphane Vial, donc, qui nous propose de nous intéresser à l'ontophanie numérique. Son ontophonie numérique, donc, c'est un mode d'appréhension de la réalité qui est spécifique au numérique. Donc, pour lui, donc, il a travaillé en phénoménologie. Il pense que donc il y a un renouvellement des structures techniques de la perception et donc un renouvellement qualitatif de notre sens du réel et de notre manière de nous sentir au monde. Donc, on a intégré, on va partir de ce point de vue qu'on partage pour essayer de voir comment étudier les effets de présence en les reliant à l'explication des effets de présence. Alors, pour vous expliquer pourquoi je parle d'effet de présence, je suis partie du travail de Mouillot et Tétu. Donc, ce sont des collègues de Lyon, d'ailleurs, en Infocom, qui avaient travaillé sur le travail des journalistes dans un livre qui s'appelle Le Journal quotidien. Il s'est intéressé aux effets de la médiation. Et il s'est intéressé à la façon dont les journalistes essaient de rendre le réel. Donc, en fait, à partir de photos, par exemple, ou à partir de citations, y compris de citations de témoins fictifs, par exemple, qui sont placés sous leur plume au bord de l'événement, mais qui sont pas forcément du tout existants. En tout cas, donc, c'est ce qu'ils appelaient les effets de réel. Donc, il disait donc que le journal nous propose le réel, mais en fait, au lieu du reflet de réel, nous avons le réel d'un reflet. Non point la réalité, mais une image mentale de la réalité, surdéterminée par un code socioculturel, saturé de lieux communs, de stéréotypes, de connotations. Et puisque nous aussi, nous nous intéressons à la médiation technique, il m'a semblé qu'on pouvait substituer très facilement la réalité, le réel, à la présence. Ce qui nous donne, donc, par la visio, par exemple, au lieu du reflet de la présence,
nous avons la présence d'un reflet. Non point la présence, mais une image mentale de la présence surdéterminée par un code socioculturel, saturé de lieux communs, de stéréotypes et de connotations. Donc, dorénavant, dans la suite de notre propos, nous parlerons des effets de présence, et nous allons commencer par les effets de présence liés à la médiation technique. So one of the features of one of our recent interactions was a staging of different mediums in which people interacted. And so we started with a forum in which every participant presented themselves. And so these were descriptions that were really directed to many addressees because they weren't sure who was going to actually respond to these. And so the language was very sort of generic. It wasn't addressing a specific person, but a global readership. We then moved to chat room discussion. We had email conversation along the way. We then moved to two different types of video conferencing. One using Skype and the other Visu, developed by Nicolas Guichon. And each of these different video conferencing mediums had their own specific features, which in turn affected the nature of the interaction. But the idea is that with each of with any of the mediums that we pick, so for example, if we're on Twitter, we have a 140 character limit. That's going to make us be very selective about what we include in a tweet, and also the way that tweet gets expressed. And so when you look at tweets, you will often find a lot of abbreviations, a lot of emoticons and so forth because of the limited space. Within, on the right-hand side here, we've got the question of what kinds of modes are engaged in these different things. And any one of these mediums, so for example, forum can be used asynchronously, but it can also be used synchronously. So it's very important not to associate a given medium with one particular mode, because often these can be, the mode can be decided upon by the users in many cases. But these are some of the things that come into play. Do I have access to sound? Do I have access to a visual component? Is that visual component just textual, or can I include images, or can I include video? To what extent will my gestures come through? So for example, we think of video conferencing as automatically involving gestures, but what we found in our research was that oftentimes people were gesturing quite actively below the threshold of the webcam. So, all the other person saw was, the head, the talking head, even though the person might have been gesticulating quite a bit underneath the screen. So when we used in-room cameras, we were able to see that gesticular component of the communication, but the interlocutor on screen was not able to see that. And then the multimodal and transmodal, and we're going to see an example of that in a moment, where we have a substitution of the person by some kind of symbol, iconic or otherwise. So just to give a few examples of this. So Günter Kress has in his 2003 book, he makes a statement that really rang true with us in our study. He says the world told is a different world, different to the world shown. And when you look at people's interactions, when they are able to use visual supports, there's always the question how they're going to distribute the semiotic load across the various mediums that are on hand. And so that's one of the things that we're interested in doing. But along the way, you get all kinds of odd transformations. So for example, if you'll notice right here, his interlocutor in Lyon, this is a Berkeley student, and the whole time, this was a 45-minute interaction, the whole time his interlocutor in Lyon was upside down and in black and white. So this was an adjustment that he had to make as he spoke. Now, this was a pairing with Cultura, with MIT in Boston. Now, these two American students were actually sitting right next to each other, and they were looking at one another at this moment. But what the partners in France saw was them looking
away from one another. So again, there's this these quirky visual tricks that the medium can play, and there's a compensation that the viewer has to put in motion in order to make sense of what's going on. Because when one student points like this, it looks like he's pointing outwards, but he's actually pointing to his partner. And so you need to know that in fact they are facing one another, even though it doesn't look that way. Of course, anytime you have video conferencing, there's the question of the positioning of the webcam. And so sometimes people will try to engage their partner by looking at them eye to eye. So they look at the webcam to create the impression that they are looking at them. The irony, of course, is when they look at the webcam, they actually cannot see the person they want to be looking at, but it gives the other the impression that they're being looked at. So again, there's people have very quickly developed the understanding that when people are looking downwards, they're actually making eye contact. And oftentimes when we interview people, well, were you making eye contact? Absolutely. But when you look at all the footage of the recordings, they're always looking down at the screen. But we're able to make that adjustment and equate that with eye-to-eye contact. This is using the screen as a positioning in space where there is a link and he is pointing to that particular point in space as where the interlocutor should point at that moment. And then in this interaction, which Christine will describe. Ok, ici c'est une... donc alors, on est... En bas, ce sont les tutrices de Lyon. En haut, on est avec un étudiant de Boston. Et il est en train de faire, donc ça c'est son écran d'ordinateur à l'étudiant de Boston. Et vous voyez qu'il est en train de chercher des choses sur Internet, il va partager son écran avec les tutrices qui sont ici. Donc, en fait, ce qu'il va chercher sur l'écran va se transposer en haut. Et donc, c'est une Google Map, un endroit où il va écrire, il va faire voir où il habite. Et donc, en fait, il va disparaître au profit de ce qu'il veut montrer parce qu'il a partagé l'écran avec les interlocuteurs. Est-ce qu'il y a du son? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Non. J'habite ici, la ville New York City est ici, mais la rouge est où j'habite, New York City. Voilà. Donc en fait là il a disparu complètement et c'est la carte donc qui prend sa place. Donc c'est ce qu'on a appelé transmédia. On va voir, j'ai vu que Louise Merzeau parlait de transmédiation demain, j'aimerais voir si c'est un peu le même sens qu'elle met donc sous ce terme-là. Mais en tout cas, voilà les questions de réflexion liées à la médiation auxquelles nous avons pensé. Donc, quelle est la préparation qu'on peut faire pour les étudiants face à ces situations inconnues qui sont toujours susceptibles d'arriver et oui, vraiment difficiles à prévoir dans leur exhaustivité tellement elles sont variées. Comment est-ce qu'on entraîne donc à la gestion de l'incertitude et à la projection empathique, parce que bon, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est vrai que souvent des difficultés d'interaction sont survenues du fait que c'est une mauvaise interprétation qui était faite de ce que l'autre attendait et du coup la faute se rejetait mutuellement alors que finalement c'était encore une autre raison qui faisait que finalement on ne pouvait pas interagir normalement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. À quel niveau de métacommunication former les étudiants, métacommunication par numérique bien sûr, et aussi en rapport donc avec le dernier, la dernière illustration que nous venons de voir, par rapport à un étayage qui est lié aux affordances de l'outil, c'est-à-dire le fait d'aller chercher ce dont on a besoin comme ressource pour justement étayer son apprentissage des langues. Quelle liberté doit-on donner aux apprenants? Quels sont les apprentissages hybrides, linguistiques et techniques qui se développent? De quelle façon gérer ça? Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on essaie justement de voir, de doser les choses? Ce sont des questions qui me sont venues au fur et à mesure. Alors ça, j'enchaîne donc sur les effets de présence liés à la relation interpersonnelle. Dans
relation par visio, ce qui est très différent, c'est si on connaît et si on connaît pas la personne. Si vous avez une communication visuelle avec quelqu'un de votre famille, par exemple, ce n'est pas à peine de regarder vraiment l'image, parce que en fait, elle fonctionne comme indice, c'est-à-dire que vous reconstituez très facilement la personne qui est en face, et y compris, on peut vaquer à ses occupations tout en discutant. Dans la situation où on ne connaît pas, et au contraire où on va être mis en relation avec quelqu'un, surtout dans le projet comme le nôtre où on allait rester 8 semaines ensemble, c'est important de connaître la personne, et donc toutes les ressources cognitives sont mobilisées pour essayer d'imaginer ce qu'on ne voit pas de la personne. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une petite image, un icône, et en fait on essaie de reconstruire le reste par l'imaginer. Donc le rôle de la projection est beaucoup plus important dans le degré de familiarité, selon le degré de familiarité s'il est inconnu. Le genre aussi des individus joue dans l'interaction, bien sûr, les cultures qui sont représentées, les normes de communication qui peuvent y être associées. La position que l'on donne, le rôle que l'on fait jouer aux participants dans notre dispositif, on demandait aux uns d'être enseignants, aux autres d'être étudiants et d'intervertir. Bien sûr, les taux changent et en fait, la façon de s'exprimer et de communiquer également. La situation de communication, on peut se trouver dans des situations où on est sur un site de rencontre, on est sur un site d'apprentissage, où on recherche des amis, ou au contraire on cherche à vendre quelque chose ou acheter. Dans toutes ces situations, on n'a bien sûr pas du tout la même façon de communiquer. Et ensuite, alors donc on a une dernière catégorie qui est, donc je te repasse c'est donc la présence de destinataires autres. Des tiers, oui. Voilà, Ouais. Okay, and so just along that line, to go back to what Christine was saying, the fact that anytime you are recorded, thinking about potential auditors, viewers that are not in co-presence, there may be an adjustment that is made in the discourse. So just to take a look, something that Christelle Combe has been working on, this is a Texan who is a French student who has created a video blog, a vlog, and about his language learning experience. So he takes moments of his learning and turns them into humorous episodes in this vlog, and he has 19,000 subscribers. At least the last time I looked, it's probably more than that now. 19,000 subscribers that actively write him. Now, obviously, he can't respond to everyone, but the fact that he has the very fact that he, in his mind, can think of the fact that he has 19,000 subscribers affects his motivation and also the way that he puts together his presentation. So we're going to see just a very brief example of one of his talks. Right? We will need the sound for this. J'ai voulu faire une vidéo sur ma chaîne Texte Français parce que j'ai pas fait une vidéo depuis longtemps. Mais ça, c'est à cause du fait que je fais des vidéos quotidiennes en français sur ma chaîne every jour. Et en faisant la vidéo pour aujourd'hui, je disais le français normal est pas mal. Et j'ai pensé que c'était la pire chose que j'ai jamais prononcée. Mais cette vidéo, je vais vous donner une liste des choses qui sont difficiles pour un Américain à dire en français. Le pire mot pour prononcer is, en anglais, it's called a squirrel, mais en français, on dit écureuil, 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 écureuil. Squirrel. La deuxième, c'est 3. Bon, c'est on 3. s'arrête là. C'est assez. Just to give you an idea,
So he gets all kinds of comments in response to these. Some of them are very personal, like, you're so cute, what are you doing on Saturday night? But other times it's linguistic feedback. And what's interesting is that people talk about their experience learning English too. So for example, many people say, oh, you know, écureuil may be difficult in French, but wait till you try saying mirror in English as a French speaker. Impossible. So really a dynamic community of people that not only address him, but also read one another's comments and become communicative with one another. So this is creating a community based on his language learning experience. This is something that's very new, where one individual's language learning experience becomes the center of a huge community of people interacting online. So some of the questions that we're interested in thinking about having to do with interpersonal relationships, how participants' sense of familiarity with one another change over the course of their encounters, and what are the pivotal moments that make their vision, their representation of the other come clear. So, for example, in our recent project, when we were staging different mediums, there was a pair of American students that were working with a woman in France, and her name was such that they didn't know that it was a woman's name. And so they thought that this was a male interlocutor until it came to their first video conference, when they realized, oh my gosh, we're interacting with a woman. We had no idea. So this is interesting to see, you know, these little pivotal moments as each medium adds incrementally to the total landscape that is available for exchange. What are the consequences of the form and content of their exchanges? So how do the properties of the medium affect how language and discourse are used? What effect does the communicational goal have on participants' way of speaking or writing? So for example, if you are on a site de rencontre, the way you communicate is going to be very different from if you are on Forum du Monde or something like that, where it's treating world events and opinion and so forth. In what ways do digital media allow us to observe participants' creation of online intersubjectivity? And this is where we get back to the question of augmented discourse, where we have multiple scenes. You look at me and you have one image, I look at you and I have another image. We actually can't share our images in this room. We have an experience of the moment of one another, and yet these are quite complementary. When it comes to multiple filming and doing a pastiche of all of these images together, we actually share a new perspective, an augmented perspective on whatever moment we're talking about. And this allows us to see certain things that we would not be able to be aware of in our normal interaction. So we're now going to pass along to les effets de présence liés à la situation pédagogique. I put this quote up here by Cope and Clancis. These are the people that work with the New London Group. And they've, in 2009, they sort of revisited their manifesto their Harvard Educational Review manifesto that they published in 1996 about multiliteracies. And what they say is ubiquitous computing renders anachronistic and needlessly expensive for many educational purposes the old information architecture of the classroom, along with its characteristic forms of discourse and social relationships and knowledge. A very controversial statement, but it does make us think about what the role of the classroom should be in a world where things really are being dramatically changed in the ways that we use technology to communicate, and what implications that would have for education. Now, there are a number of projects that really are focusing on global collaboration from learners in different parts of the world. So, for example, the Robert O'Dowd and colleagues' Unicollaboration is one effort that concentrates on Europe but involves learners all over the world. In the US,
budgets are short and departments are trying to figure out how they can share resources. So there's a tremendous amount of collaboration among institutions. We will trade you beginning Thai for your intermediate Thai, or we will trade you Turkish for your Hindi, and so forth. So the idea is that by consolidating resources, each institution can effectively offer more languages or more levels of language. And so just to give you a couple of examples here, CourseShare is a project that involves many institutions in the US. The Shared Course Initiative at Yale, Columbia, and Cornell universities on the East Coast has been very productive in developing shared resources. And then, of course, there are commercial outfits as well that are trying to bring learners into a direct interaction with speakers of the language. What are some of the things that we need to consider in this? Well, to go back to what Christine was saying earlier, the roles that are being played are very, very important. The kinds of tasks and activities that we envisage, and that may have to be quite different from the traditional tasks and activities that we've thought about in teaching. In class, out of class, this is traditionally a very clear-cut dichotomy. This is becoming more and more blurry as time goes on. What is learned in class, what is learned out of class. Many activities are involving both, and what is learned it's not always clear whether it's learn mostly in class or out of class. Online, face-to-face, same thing. This is becoming a blurry, increasingly blurry dichotomy. The use of mobile learning, Steve Thorne at Portland State University has been doing a lot of work in this area, developing mobile learning activities for students of a variety of languages. Periscope is an amazing thing to look. If you haven't seen the trailer on internet, you should take a look at that. The types of content and the processes that are involved, the linguistic processes, intercultural processes, and professional processes, the professional training. So much of this is happening online now that it's giving rise to lots of reflections about how to manage all this. So to come back to the screen that we showed earlier, coming back to these different elements here where it's a question of looking at your self now reflectively. Here was me in the moment of interaction, but now I'm able to listen to myself and notice things that I had never noticed before about myself and the other in interaction with one another. Other people who are viewing this either separately or simultaneously. One thing that happens obviously a lot in language education is that a more experienced other, often a teacher, but sometimes more advanced students, will watch recordings of interactions with learners and from their experience will be able to point out things that the learner may him or herself not have noticed. So this is a sort of the Vygotskian zone of proximal development idea where when you engage with a recorded interaction with a more experienced other, you can often develop new insights. Then the question of augmented perspectives, where we're, as Samira Ibn al-Qaid did in her dissertation, there is the development of spaces that transcend the experience of any of the individuals who was actually involved in that experience by making this collage of views, sounds, transcriptions, indications of particular gestures and so forth that are highlighted to attract attention. All of this has an effect of bringing new consciousness to the act of language learning, the act of interpreting intercultural phenomena. And so the idea here is that by combining these views in different permutations for different purposes, we've got quite a rich palette of possibilities available to us. So,
Oui. I think Christine's going to take over. On s'est trompé parce que là c'est en français, ça devrait être toi, mais enfin on reprend des questions un peu qu'on avait données précédemment. Donc quel degré de liberté laisser aux apprenants dans leur gestion des interactions en ligne? Est-ce que c'était lié au multitasking et à la présence transmédiée qu'on vient de voir tout à l'heure? Quel contexte extérieur privilégié? Dans la thèse aussi de Samira, elle évoquait la possibilité de se servir des outils mobiles pour faire voir les contextes extérieurs, ce qui peut être beaucoup plus stimulant au point de vue culturel que de rester dans la classe et montrer les murs de chacune des classes. Et quels effets de présence privilégiés en classe? Est-ce qu'on est censé former les apprenants à tous les nouveaux outils qui sortent ou non? Alors, oui, vas-y. One more thing that I wanted to add about that, this very point, is that when we think about intercultural education, one of the primary goals of intercultural education is to see oneself in the eyes of the other, and to gain greater insight into one's own cultural traditions, behavior, and so forth. What we find interesting about technology is that this is a materialization of that very goal, in that when you are recorded, when you are on screen, you have access to literally a new view of yourself through the screen that is in a sense materializing this notion that you are seeing yourself through the eyes of the other. And so this is where we think that the technology actually has a very direct analogous, metaphorical purpose in intercultural education. Merci. Oui, se voir dans les yeux d'un autre, je trouve que c'est très joli. Pour conclure, donc, je trouve qu'à la suite de ces 4 perspectives d'effets de présence qu'on a étudiées, là, on arrive à un tableau qui est proprement paradoxal, puisque d'un côté, donc, il conjugue la pleine lumière et le flou. Donc, la pleine lumière, on l'a vu, c'est par justement le fait, par exemple, de la présence, des effets de présence augmentés, qui permettent de voir plus que ce qu'on voit, donc, dans la situation ordinaire. Et le flou, c'est donc dû aux distorsions terribles auxquelles on peut être soumis à tout moment. Et donc, en fait, c'est dans cette tension entre, donc, hyper, disons, réalisme et flou, que nos recherches et nos formations doivent se placer actuellement. Enfin, on est dans cet ordre du monde et des choses là. Alors, on a essayé de voir les questions qu'on avait soulevées dans cette conférence, sur quoi elles débouchaient dans le colloque. Et donc, on a relié tous les thèmes donc à différentes sessions, communication ou symposiums qui vont être donc discutés dans les jours qui viennent. Et pour terminer, donc, on va laisser afficher les nuages de questions que nous avons proposés au fur et à mesure de notre présentation. Voilà, nous vous remercions.